Retour sur ce plateau spécial de l'Africa Newsroom en marge du One Forest Summit de Libreville. Pour cette deuxième partie, intéressons-nous aux enjeux de la coopération scientifique, la place et l'apport de l'Afrique dans cette dynamique qui se structure. Rappelons que nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, M. Georges Akwa, responsable du Forest Stewardship Council, et M. Jean Bakouma du WWF. Avant de poursuivre les débats, écoutons ce reportage que nous propose Séverin Douke. L'un des défis majeurs à la préservation de la biodiversité et particulièrement des forêts africaines, c'est celui de la maîtrise technique. La coopération scientifique s'impose aux politiques du continent dans le développement des stratégies à même d'assurer à long terme la préservation des forêts, mais aussi des écosystèmes marins dont dépend la sécurité de la planète du point de vue des changements climatiques. La destruction des forêts du bassin du Congo ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Si nous touchons les tourbières du bassin du Congo, qui à elles seules, je le rappelle, stockent pas moins de 31 milliards de gigatonnes aujourd'hui de CO2, nous les exploitons de façon non durable, eh ben, nous ne pourrons pas maintenir les objectifs de l'accord de Paris, à savoir 1,5 à 2 points la température de la planète. Et nous allons basculer dans l'horreur entre 3 à 4 degrés Celsius. Le bassin du Congo, par exemple, est l'un des grands poumons de la planète avec son couvert forestier qui absorbe chaque année l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de CO2 de la planète ou encore 15 à 20 années d'émissions des États-Unis. Mais le massif forestier est menacé, confronté à l'urbanisation grandissante et aux autres besoins de développement. La coopération scientifique est une aubaine à la mise en place d'une véritable gestion durable des forêts. On est dans une optique partagée. Ce que nous on a fait, nos connaissances, apprendre des scientifiques ailleurs dans le monde, statuer sur ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on ne sait pas. Ils vont pouvoir expliquer quelles sont vraiment les menaces, quelles sont les priorités sur le financement de la science, mais également sur la prise en compte de toutes ces données scientifiques. La préservation des forêts africaines est un enjeu crucial pour la planète avec le recul de la densité de la forêt amazonienne exposée à une déforestation abusive. Les travaux du One Forest Summit examinent entre autres défis la promotion de la coopération scientifique comme facteur d'un avenir serein pour les forêts africaines et celles du monde. Monsieur Bakouma, nous sortons tout juste des travaux du One Forest Summit et la coopération scientifique était justement l'un des chantiers, l'un des thèmes pour les travaux. Au sorti de là, est-ce qu'on peut dire qu'on a avancé sur cette question? Est-ce qu'il y a eu des recommandations précises, des plateformes qui se sont structurées? Alors déjà, ce qu'on a exposé ce matin était très intéressant. J'ai assisté à 2 ateliers. Il y a un qui était dédié à l'observation, l'Agence gabonaise d'observation satellitaire, qui collecte des données dans le but de détecter où se trouve la déforestation. Mais c'est un travail qui se fait aussi en partenariat avec beaucoup d'autres organismes de recherche, y compris des ONG tels que le WWF, qui contribue dans ce programme avec un projet qu'on appelle Forest Foresight, c'est-à-dire un projet qui prédit les endroits où la déforestation aura lieu dans les 6 prochains mois. Donc, c'est un travail très intéressant, mais qui demande des algorithmes, des probabilités combinées aux statistiques, c'est de la science pure et dure. Et donc, c'est un travail qu'on ne peut pas faire tout seul. Il faut de la coopération scientifique, c'est-à-dire un transfert de connaissances, mais aussi transfert de technologie, et donc des financements qu'il faut mobiliser. Et je pense qu'un seul pays ne peut pas mobiliser tous les financements dont on a besoin pour y arriver. Et puis, il y a eu un autre atelier dans lequel j'étais, où c'était plutôt des privés qui développent des initiatives de protection, d'identification, de traçabilité. Et je pense que c'était très intéressant ce qu'on a vu, mais on va y arriver que si tout cela se combine effectivement dans une espèce de plateforme de recherche et de partage d'informations pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions aux défis auxquels on est confronté. Au niveau africain, quelle est l'urgence en termes de maîtrise technique? Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique sait en matière de connaissances scientifiques liées à la préservation des forêts? Est-ce qu'on peut évaluer la connaissance africaine aujourd'hui? Je pense qu'on sait déjà beaucoup de choses, mais personne n'a la science infuse. Les autres aussi ne savent pas ce que nous savons.
Donc personne ne peut tout savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Afrique, nous avons au moins les dispositifs de recherche qui nous permettent de produire de la connaissance. Mais je pense que ce que l'on ne sait pas trop, ce sont les connaissances traditionnelles qu'on n'arrive pas à aller chercher et à les formaliser. Je pense que s'il y a un gap, c'est plutôt à ce niveau-là qui se situe, et c'est ce que disait mon collègue. Si on veut que la science en Afrique puisse devenir robuste, la collaboration ne doit pas s'arrêter entre les grands scientifiques, mais elle doit descendre jusqu'au niveau des communautés et utiliser les savoirs des paysans et des autochtones pour pouvoir bâtir des connaissances finalement un peu plus générales et un peu plus adaptées. Justement, Parfois, je veux rester dans votre perspective pour parler de ce lien qu'on va créer entre biodiversité et santé. Parlons justement on verra qu'en Afrique, nous sommes bien avancés avec notamment le recours aux plantes médicinales qui se fait par toutes les communautés. Oui, parce qu'aujourd'hui, la forêt africaine, ou disons même la forêt tropicale, vous savez, c'est la plus grande réserve de biodiversité. Environ 80% de la biodiversité terrestre se trouve en forêt, et la forêt tropicale, elle seule, c'est 50%. Donc je pense que, je ne pense même pas, mais c'est évident qu'il y a encore des molécules ou des connaissances qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas tout exploré. Mais pour le savoir, il ne faut pas se limiter à des sciences ou à la science expérimentale comme on fait, c'est ce que je disais. Il faut impliquer les communautés qui ont des savoirs qui vont aider à avancer beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Voilà une forme de collaboration à laquelle j'appelle ou nous appelons de tout notre vœu pour que cela puisse aider l'Afrique. La certification forestière, on en parle de plus en plus. Sur quoi repose-t-elle et quels sont les critères pour certifier les forêts? Où en est l'Afrique en termes de certification forestière? Bon, il faut dire que la certification forestière, tout au moins le mécanisme FSC ou la certification forestière est né aussi en marge de la conférence, le sommet de la Terre à Rio de 1992, où les organisations, les ONG internationales, les entreprises se sont mis d'accord pour assurer, trouver un mécanisme permettant de mettre sur le marché des produits issus de sources d'une exploitation responsable des forêts. Et la certification forestière permet aux consommateurs et aux entreprises de faire des choix informés, basés sur des mesures crédibles, vérifiables, démontrables, et de mettre sur le marché des produits qui ont démontré qu'ils respectent l'environnement, respectent les lois dans les pays où ces produits ont été extraits et respectent les droits des populations locales et les conventions internationales en matière de droits humains, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une combinaison de choses, ainsi de suite. En Afrique, nous avons aujourd'hui en Afrique près de 9,5 millions d'hectares de forêt certifiés. Le bassin du Congo en a 5,5 millions. Et l'objectif, c'est d'atteindre au minimum, tout au moins pour la certification FSC, atteindre au minimum 10 millions, c'est-à-dire doubler la surface actuelle de 5,5 millions à 10 millions au minimum, d'ici à l'horizon 2026. Et d'ici à 2030, nous espérons atteindre près de 15 millions. Est-ce qu'il y a des contraintes dans le processus de certification? Les contraintes, effectivement, c'est la certification est un instrument à la fois de marché et c'est un processus volontaire au départ où les entreprises qui veulent vraiment s'engager dans la durabilité viennent. Les contraintes sont de nature politique déjà. Voilà. La certification doit s'inscrire dans les lois et les politiques publiques. En Afrique, la certification, aujourd'hui, les produits certifiés sont encore destinés à un marché hors de l'Afrique, notamment en Europe, en Amérique du Nord. Nous n'avons pas encore un véritable marché de consommation au niveau du bassin du Congo. Et qu'est-ce qui explique cette situation? Cela vient du fait qu'on peut dire que c'est un mécanisme un peu tronqué. L'exploitation forestière, tout comme les autres commodités,
sont destinés, c'est des matières premières. Nous savons que l'Afrique, tout à fait, de façon meilleur. c'est des pays de matières premières. On Celui produit qui achète pour que, le voilà. mieux. Donc l'exemple du Gabon est très intéressant parce qu'avec la zone économique d'un coq, ça permet de faire de la transformation première, deuxième, troisième. Et il va falloir que différents pays puissent créer des unités de transformation parce que la transformation locale ajoute énormément de la valeur en termes d'emploi, en termes même de taux de transformation parce qu'on perd près de 60% de la valeur d'une bille de bois parce qu'on l'exporte ou bien parce qu'on ne la transforme pas ou les technologies ne permettent pas encore au niveau local de les transformer entièrement. Si on va jusqu'à la troisième transformation, on peut atteindre les 90%. Vous avez entendu un peu le discours du ministre ce matin. Donc, il faut investir dans cela. Et en plus, il faut créer un marché de consommation locale pour des produits tout au moins légaux, parce qu'un produit légal n'est pas forcément durable. La certification certifie la durabilité. Les produits durables, il faut créer des conditions pour que les gens aient accès de façon abordable au bois, de sources légales, de sources durables. Il faut que les politiques publiques intègrent la consommation des produits forestiers dans les mécanismes de passation de marché, l'obligation, ainsi de suite. Donc, s'il y a toutes ces mesures qu'on peut mettre en place pour que le marché de consommation de produits certifiés puisse avoir lieu dans nos pays et que ce ne soit pas toujours une économie extravertie. Est-ce que le WWF participe à ce processus? Quelles sont vos actions dans ce sens? Bon, le WWF, depuis le début, a participé à la création du système de certification FSC parce que à la sortie du sommet de Rio, la question qui se posait, c'est que les ONG, à l'époque, ils avaient demandé un boycott des bois tropicaux sur les marchés européens. Mais le boycott a été vite jugé comme étant inefficace parce que ce n'est pas parce que les marchés européens n'allaient pas acheter des bois tropicaux que ces bois n'allaient pas partir sur d'autres marchés. Et donc, il fallait utiliser un mécanisme d'incitation pour changer les pratiques en amont de la filière. Donc, on a pris le marché. Le marché est une institution en soi. Donc, comment utiliser la force du marché à bon escient pour changer les pratiques en amont? C'est ce principe qu'on a utilisé de la certification, de telle sorte que c'est maintenant le marché qui va valider la demande d'un produit qui ne serait qu'issu d'une forêt gérée durablement. Et il fallait donc mettre en place un standard de certification avec des principes qui sont internationaux, mais des critères qui sont définis au niveau local. C'est le système de certification FSC dans lequel nous avons participé et sur lequel nous continuons de travailler et que nous soutenons encore dans le bassin du Congo parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le système de certification FSC garantit ou démontre que le titulaire d'un certificat FSC travaille pas seulement pour mettre le bois sur le marché, mais pour préserver aussi les services écosystémiques. Parce qu'il protège la forêt. Dans sa concession, il a l'obligation de protéger une partie qui soit représentative de l'ensemble de l'écosystème qu'il exploite. Donc, en ce sens, l'exploitation forestière durable est un moyen aussi de préservation de la forêt, comme le serait ou comparablement aux aires protégées. Donc, c'est un mécanisme, c'est un système que nous soutenons parce que ça permet de ne pas mettre toute la forêt sous cloche. Ce n'est même pas possible, car la meilleure façon de faire détruire une forêt, c'est de la mettre totalement sous cloche. Et la certification donne cette flexibilité d'exploiter la forêt pour pouvoir garantir sa préservation. Alors, on a parlé tantôt de transfert de technologie, de compétences. Est-ce que vous avez le sentiment que les partenaires de l'Afrique comprennent cette nécessité de transférer les compétences et même les technologies? Bien, oui, le transfert de compétences, le transfert de technologies est nécessaire. Et encore que, bon, maintenant, nous devons évoluer. Est-ce que les partenaires ont compris la nécessité? Ils en comprennent la nécessité. Il faut à la fois parler de transfert et puis du développement même. Il y a des capacités, des technologies au niveau local. Oui, il faut créer des conditions d'émergence. Il y a le potentiel. Le potentiel est là. Il faut acquérir la science là où elle est pratique, mais il faut se l'approprier, il faut l'adapter pour qu'elle serve le but de nos économies, de dynamique africaine, que ce ne soit pas juste de copier-coller qui n'entre pas réellement de façon efficace
comme des solutions adaptées au contexte dans lequel nous sommes. Alors, mesdames, messieurs, nous prenons une autre pause et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie.